Je suis rentré tôt et j'ai entendu mes parents rire dans la cuisine. J'aimerais que Ryan soit notre seul enfant, Grace n'est qu'une obligation. Je suis parti sans un mot, mais 3 mois plus tard, ils ont exigé que je paie l'hypothèque. Habituellement, à 14h30 un mardi, je serais en train de crouler sous une montagne de tableurs dans mon bureau du centre-ville, à traquer des actifs dissimulés pour une affaire de divorce à gros enjeux ou à analyser des déclarations d'impôts frauduleuses. J'étais comptable de recherche d'actifs. Toute ma vie était construite sur la découverte de ce que les gens essayaient désespérément de cacher. J'étais doué pour cela. J'étais précise, invisible et essentielle. Mais aujourd'hui, la migraine avait commencé derrière mon œil gauche vers midi, un élancement aigu et rythmique qui faisait danser et flouter les chiffres sur mon écran. À 13h, j'avais la nausée. À 14h, ma patronne a jeté un coup d'œil à mon teint gris et m'a ordonné de rentrer chez moi. Va-t'en Grace, avait-elle dit, la voix adoucie. La fraude sera encore là demain. Va te reposer. J'ai donc conduit jusqu'à la maison que je partageais techniquement avec mes parents, bien que, partager, soit un terme généreux. C'était leur maison sur l'acte de propriété, mais c'était mon argent qui avait payé la nouvelle toiture, le système de climatisation et chauffage, et les aménagements paysagers. C'était mon salaire qui couvrait les impôts fonciers et les factures d'épicerie. J'étais revenu s'installer chez eux il y a 3 ans pour les aider à remonter la pente après le mauvais investissement de papa. Et d'une manière ou d'une autre, je n'étais jamais parti. J'étais devenu le mur porteur de leur vie, essentiel, soutenant tout, et complètement ignoré. Garé dans la rue parce que l'allée était pleine, j'ai vu le camion de Ryan. Mon frère, le fils prodige, voir son camion signifiait qu'il n'était pas à son travail, un vague poste de consultant qui ne semblait jamais le payer. Mais j'avais trop mal à la tête pour m'en soucier. Je voulais juste atteindre ma chambre, fermer les rideaux occultants et cesser d'exister pendant quelques heures. J'ai déverrouillé la porte d'entrée silencieusement. C'était une habitude née d'années d'efforts pour ne pas les déranger, pour essayer de ne pas prendre de place. La maison était fraîche et sentait le café et quelque chose de sucré comme des brioches à la cannelle. J'ai enlevé mes talons dans le hall, grimaçant lorsque le bruit de l'une de mes chaussures heurtant le sol a résonné comme un coup de feu dans mes oreilles sensibles. Je me suis arrêté, attendant de voir si quelqu'un m'appelait. Silence. Il devait être dans la cuisine ou dans le jardin. Je me suis glissé dans le couloir, serrant mon sac à main contre mon ventre, voulant simplement contourner les pièces communes et me réfugier à l'étage. Mais alors que j'atteignais l'endroit où le couloir tournait vers la cuisine, je les ai entendus. C'est tout simplement ridicule, Alan, a dit ma mère, Brenda. Sa voix était claire, adoptant ce ton particulier d'exaspération indulgente qu'elle réservait pour parler de Ryan. Il a besoin de capital. S'il n'obtient pas l'investissement maintenant, l'opportunité va lui échapper. Je sais, a répondu mon père, Alan. Je pouvais entendre le tintement d'une cuillère contre une tasse en céramique. Mais c'est Grace qui gère les liquidités. Tu sais comment elle est. Si nous lui demandons 5 000 pour le projet de Ryan, elle va vouloir un plan d'affaires, un tableur, une ventilation détaillée. Elle gâche tout plaisir. Je me suis figé. La douleur derrière mon œil a lancé, battant au rythme des battements soudains de mon cœur. Je ne devrais pas écouter. Je devrais me manifester. Mais mes pieds semblaient de plomb, enracinés dans le parquet. Elle est juste rigide, a soupiré maman. Si rigide. Ryan a de la vision. Ryan a du dynamisme. Grace agit comme si elle était l'auditrice de nos vies. C'est épuisant de vivre avec quelqu'un qui compte chaque centime, même si c'est techniquement son argent. Techniquement, a ricané papa. Nous l'avons élevé. Nous lui avons fourni un toit. Nous sommes une famille. Cet argent est l'argent de la famille. Elle le garde jalousement parce qu'elle n'a rien d'autre. Pas de petit ami, pas de vie sociale, pas de loisirs, juste ces petits tableurs. C'est triste, vraiment, a dit maman, bien qu'elle n'ait pas l'air triste. Elle avait l'air agacée. Ryan va nous emmener en Italie quand cette affaire va décoller. Grace, elle, va probablement calculer les implications fiscales d'une glace avant de nous laisser en manger une. Ils ont ri. Ce n'était pas un ricanement méchant. C'était un rire chaleureux, confortable, complice entre mari et femme. Un son d'unité. Un son qui m'excluait entièrement. J'ai appuyé ma tête contre le mur frais,
la migraine s'intensifiant si violemment que j'ai dû fermer les yeux. Je m'attendais à ce que la conversation passe à autre chose. Je m'attendais à ce qu'il parle du dîner ou du temps qu'il fait. Mais papa a repris la parole, sa voix baissant légèrement, se faisant plus contemplative. Tu sais, a-t-il dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, quand je vois comment Ryan a tourné, si plein de vie, si charismatique, et puis quand je regarde Grace. Parfois, je me demande. Se demander quoi? A demandé maman. Parfois, j'aimerais que Ryan soit notre enfant unique, a dit papa. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et étouffants. Ce serait tellement plus simple. Juste nous et lui. Nous n'aurions pas ce nuage sombre qui plane au-dessus de la maison, à nous juger. Nous pourrions simplement être heureux. J'ai arrêté de respirer. L'air dans mes poumons s'est transformé en pierre. Je vois ce que tu veux dire, a immédiatement acquiescé maman. Il n'y a eu aucune hésitation. Aucune défense de sa fille. Pas de « Oh, ne dis pas ça, Alan ». Juste un accord. Ryan est la joie. Grace est l'obligation. C'est horrible à dire, mais parfois j'ai l'impression que nous sommes coincés avec un colocataire que nous n'aimons pas plutôt qu'avec une fille. Exactement, a dit papa. Un colocataire qui paie les factures, bien sûr, mais à quel prix pour notre tranquillité d'esprit? Ils ont encore ri, plus fort cette fois. Je suis resté debout dans le couloir. J'ai regardé ma montre. 1 minute a passé, puis 2. Ma tête était sur le point d'éclater, mais la douleur physique s'est soudainement éloignée, atténuée par un choc froid et engourdissant qui a commencé au bout de mes doigts et a remonté le long de mes bras. 3 minutes. Je suis resté là pendant 3 minutes complètes, à écouter le cliquetis des tasses, le grincement des chaises, le murmure confortable de parents qui m'avaient élevé et qui regrettaient que je sois né. Je n'ai pas fait d'esclandre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté de vase. J'ai fait demi-tour. J'ai ramassé mes chaussures et j'ai franchi la porte en sens inverse. La trahison n'était pas seulement dans les mots. Elle était dans le rire. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était la prise de conscience que mon existence était leur fardeau. Je me suis assise dans ma voiture à 3 pâtés de maison de là, serrant le volant si fort que le cuir a craqué sous mes ongles. Ma vision se rétrécissait, les bords du monde devenant gris, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. C'était une clarté terrifiante, froide et tranchante comme la lame d'un couteau. Ryan est la joie. Grace est l'obligation. La phrase tournait dans ma tête en une boucle sans fin. J'ai regardé la maison au bout de la rue. La maison que je venais de faire repeindre l'été dernier. La maison pour laquelle je payais une équipe de jardiniers pour qu'ils viennent chaque jeudi afin que papa ne se blesse pas au dos. Elle avait le même aspect qu'il y a 10 minutes. Mais pour moi, elle ressemblait au décor d'une pièce de théâtre dont j'avais été licencié. J'avais envie de vomir. J'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai eu des hauts-le-cœur sur le trottoir, la réaction physique au choc me rattrapant enfin. J'ai essuyé ma bouche du revers de la main et j'ai regardé mon téléphone. 14h48. Il ne savait pas que j'étais là. Il ne savait pas que j'avais entendu. Si je rentrais là-dedans maintenant, que se passerait-il? Je crierais. Je pleurerais. Je demanderais des explications et il me manipulerait l'esprit. Je le savais aussi sûrement que je connaissais le code des impôts. Maman dirait que je dramatise. Papa dirait que j'ai mal compris, que c'était une plaisanterie, que je suis trop sensible, prouvant exactement ce qu'il venait de dire sur le fait que j'étais un nuage sombre. Non, je ne pouvais pas leur donner la satisfaction de mes larmes. Pas aujourd'hui. J'ai démarré et j'ai conduit jusqu'au hôtel le plus proche, une chaîne générique près de l'autoroute. J'ai pris une chambre, j'ai utilisé ma carte de crédit d'entreprise et je me suis effondré sur le lit rigide. Je suis resté allongé là pendant 4 heures dans le noir, la migraine s'estompant lentement à mesure que l'adrénaline de la survie prenait le dessus. À 19h, j'étais assise à fixer le mur. Je n'étais plus triste. Je calculais. J'étais comptable de recherche d'actifs. Mon travail consistait à analyser un désordre chaotique de chiffres et à trouver la vérité cachée dessous. J'ai analysé le désordre chaotique de ma dynamique familiale et j'ai vu clairement la vérité pour la première fois. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient mon utilité.
Ils aimaient le filet de sécurité que je fournissais pour qu'ils puissent gâter leur fils prodige. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la petite chambre d'hôtel. J'avais besoin d'un plan. Je ne pouvais pas disparaître à jamais sans mes affaires, mais je ne pouvais pas retourner vivre là-bas. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. J'ai conduit jusqu'à la maison. Les fenêtres étaient sombres. Le camion de Ryan n'était pas là, probablement sorti dans un bar à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Maman et papa devaient dormir. Papa prenait un somnifère tous les soirs à 22 heures, une ordonnance que je récupérais et payais. Je suis entré. La maison était silencieuse. Elle ressemblait à un musée d'une vie que j'avais vécue. Je me déplaçais comme un fantôme, pieds nus, marchant sur les parties des lattes de parquet que je savais ne pas grincer. Je suis allé dans ma chambre et j'ai pris 2 grandes valises. Je n'ai pas tout emporté. J'ai pris l'essentiel. Mes vêtements, mon ordinateur portable, mes disques durs externes, mon passeport, mon acte de naissance et la petite boîte de bijoux que ma grand-mère m'avait laissée, la seule personne de cette famille qui m'avait jamais regardé avec un véritable ravissement. J'ai laissé les meubles. J'ai laissé les livres. J'ai laissé les décorations. J'ai défait le lit pour donner l'impression que j'avais fait la lessive, laissant le matelas à nu. Je suis descendu dans le bureau que je partageais avec papa. C'était la partie dangereuse. Je me suis assise au bureau et j'ai allumé l'ordinateur familial. Je n'avais rien besoin de pirater, j'avais configuré tous les mots de passe. Je me suis connecté au compte bancaire, compte courant, épargne, portefeuille d'investissement. J'ai fixé les soldes. Pendant des années, j'avais lié mes comptes personnels au leur pour faciliter les virements. Je payais l'hypothèque directement. Je payais les factures d'énergie directement. Je transférais une allocation sur le compte joint pour les courses. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigation et je me suis connecté à ma propre banque. Dissocier. 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 J'ai systématiquement retiré mon autorisation de chaque facture, la compagnie d'électricité, l'eau, Internet, le jardinier, l'entretien de la piscine, les services de streaming. Puis j'ai regardé le compte joint. Il y avait $4,500 dessus. $3,000 de cette somme provenait d'un virement que j'avais effectué il y a 3 jours pour couvrir l'impôt foncier dû la semaine suivante. J'ai hésité. Récupérer cet argent me semblait mesquin. Cela ressemblait à un vol même si c'était mon argent. Puis j'ai entendu la voix de papa dans ma tête, parfois, j'aimerais que Ryan soit notre enfant unique. Si Ryan était leur enfant unique, Ryan pouvait payer les impôts fonciers. J'ai lancé un virement de $3,000 vers mon compte personnel. Je leur ai laissé $1,500, leur argent de pension réel. Je n'étais pas une voleuse. Je démissionnais tout simplement. J'ai effacé l'historique du navigateur. J'ai éteint l'ordinateur. En me dirigeant vers la porte d'entrée avec mes valises, je me suis arrêté devant le comptoir de la cuisine. Il y avait un mot de maman sur le réfrigérateur, écrit sur le tableau blanc de son écriture bouclée, « Ryan, n'oublie pas le dîner de famille dimanche, je prépare ton rôti préféré. » Il n'y avait pas de mot pour moi. J'ai franchi la porte, la verrouillant derrière moi. J'ai glissé la clé sous le paillasson. Une démission symbolique finale. Je me suis assise dans ma voiture, le moteur tournant au ralenti dans l'air frais de la nuit. J'ai regardé les fenêtres sombres de la maison où j'avais passé 27 ans à essayer de mériter un amour qui n'était pas à vendre. Il me trouvait ennuyeuse. Il me prenait pour un nuage sombre. Il pensait que je n'étais rien de plus qu'un carnet de chèques avec un pouls. J'ai passé la première. En m'éloignant, un sourire froid a effleuré mes lèvres. Ils voulaient vivre dans un monde où je n'existais pas. Très bien, j'allais exaucer leurs vœux. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement celle qui payait les factures. J'étais celle qui tenait les lots à distance. Et je venais de déverrouiller la barrière. Pour comprendre pourquoi franchir cette porte m'a semblé équivaloir à me couper un membre, il faut comprendre l'écosystème de ma famille. J'étais celle qui réparait tout. Cela a commencé quand j'avais 10 ans. J'étais celle qui se souvenait d'où papa avait mis ses clés. J'étais celle qui rappelait à maman ses rendez-vous chez le dentiste. À 16 ans, j'équilibrais leur chéquier parce que papa n'avait pas la tête aux mathématiques et maman ne voulait pas de ce stress. Je suis allé à l'université grâce à une bourse d'études complète parce que je savais qu'ils n'avaient rien économisé.
Je suis devenu expert comptable, puis comptable de recherche d'actifs parce que j'avais soif d'ordre. J'aspirais à un monde où les choses s'équilibraient, où les apports égalaient les résultats. Ma famille était la seule équation que je ne pouvais pas résoudre. Ryan avait 3 ans de plus que moi. Il était charmant, beau et tout à fait inutile. Il avait abandonné l'université 2 fois. Il avait lancé une marque de vêtements qui avait échoué, une start-up technologique qui n'avait jamais eu de produit et il était actuellement consultant en crypto-monnaie, ce qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait qu'il passait ses journées sur Twitter et demandait à maman de l'argent pour l'essence. Mais pour Alan et Brenda, Ryan était un visionnaire qui n'avait simplement pas encore trouvé ses marques. Il le traitait comme un génie fragile. Chaque échec était la faute du monde, jamais la sienne. Et moi, j'étais l'infrastructure. Quand papa a fait un mauvais investissement dans un programme de multipropriété en 2018, j'ai passé 6 mois à contester le contrat pour récupérer son argent. Quand maman a eu un accident de voiture et que la compagnie d'assurance a essayé de lui proposer une somme dérisoire, j'ai écrit les lettres qui lui ont permis d'obtenir un règlement à 5 chiffres. J'étais revenu s'installer chez eux il y a 3 ans parce que papa avait eu une petite alerte cardiaque et qu'il croulait sous les dettes de cartes de crédit, principalement pour avoir sorti Ryan d'un problème de jeu. J'ai tout pris en main. J'ai refinancé la maison. J'ai consolidé la dette. Je les ai soumis à un budget strict, qu'ils détestaient mais respectaient parce que je subventionnais la différence. Je payais $2200 par mois pour leur hypothèque et leurs factures. J'achetais les courses. Je payais les vacances qu'ils prenaient, des vacances où ils invitaient Ryan et oubliaient de me demander si je pouvais prendre des congés. Je me suis assise dans mon nouvel appartement, un logement temporaire d'entreprise meublé et impersonnel que j'avais loué le matin même de mon départ, et j'ai repensé à la conversation dans la cuisine. Grace gâche tout plaisir. Je gâchais le plaisir parce que j'étais la seule à faire remarquer qu'on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. J'étais la rabat-joie qui disait non au nouveau bateau parce que le toit fuyait. Mon téléphone était resté silencieux pendant 3 jours. C'était la partie la plus difficile. J'étais parti depuis 3 jours et il n'avait pas appelé. Il supposait que j'étais juste au travail ou peut-être chez une amie, même s'il savait que je n'avais pas vraiment d'amis proches parce que je passais tout mon temps libre à gérer leur vie. Le 4e jour, mon téléphone a enfin vibré. C'était maman. Maman, salut ma puce, tu travailles encore tard? Papa ne trouve pas le mot de passe pour le compte Netflix. J'ai fixé le message. Pas de, où es-tu, pas de, nous ne t'avons pas vu depuis des jours. Juste une demande d'assistance technique. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, maman, Grace, question sérieuse. La télé ne fonctionne pas. Tu as changé quelque chose? Ryan veut regarder un documentaire pour ses recherches. Ses recherches? J'ai ricané. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de papa. Puis celui de Ryan. Cela semblait mesquin. Cela semblait immature, mais c'était aussi comme la première bouffée d'air frais que je prenais depuis des années. J'ai décidé de creuser davantage. Si je devais être la méchante de leur histoire, autant avoir tous les faits en main. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé les outils d'investigation que j'utilisais pour mon travail. Comme j'étais encore techniquement co-signataire sur l'une des anciennes cartes de crédit de papa, une carte que je pensais avoir fermée mais qui ne l'était visiblement pas, je pouvais légalement accéder à l'historique des relevés. J'ai commencé à retracer les dépenses des 6 derniers mois, les choses que j'avais manquées parce que j'étais trop occupé à regarder le budget global. J'ai vu des retraits dans des distributeurs automatiques près de Casino à 2 heures du matin. J'ai vu des frais de consultation payés via Venmo à un utilisateur nommé Ryan King 88. J'ai vu un débit dans une bijouterie de luxe le mois dernier, d'un montant de $1200. J'ai froncé les sourcils. L'anniversaire de maman n'était pas le mois dernier. Celui de papa non plus. J'ai creusé davantage. J'ai recoupé le reçu de la bijouterie, qui était numérisé dans le portail de récompense de la banque, avec les réseaux sociaux de Ryan. Et c'était là, une publication datant de 3 semaines. Ryan souriant, le bras autour d'une fille que je n'avais jamais vue auparavant. Une fille portant un collier très brillant, à l'apparence très familière. Ryan, je traite ma reine comme il se doit. Vie d'entrepreneur, l'effort paie. Il l'avait acheté avec la carte de crédit de papa, la carte de crédit que je remboursais chaque mois. J'ai senti une colère froide s'installer dans mon estomac.
Je ne payais pas seulement leurs factures. Je finançais le faux train de vie de Ryan. Je payais les accessoires qu'il utilisait pour jouer à l'homme d'affaires prospère pendant que mes parents se moquaient de moi parce que j'étais ennuyeuse. J'ai regardé les dates. Cette dépense de $1200, elle avait été faite 2 jours après que j'avais dit à papa que nous ne pouvions pas encore nous permettre de remplacer le chauffe-eau. Papa avait soupiré et m'avait regardé comme si j'étais une avare. Tu es si près de tes sous, Grace, avait-il dit. Il m'avait réprimandé pour avoir économisé de l'argent sur un chauffe-eau tout en laissant son fils voler $1200 pour un collier. Ils n'étaient pas seulement partiaux, ils étaient complices de son vol. J'ai pris des captures d'écran de tout, les relevés bancaires, les publications sur les réseaux sociaux, les SMS horodatés où je disais à papa que nous étions fauchés cette même semaine. J'ai créé un dossier sur mon bureau nommé « l'audit ». Il voulait prétendre que Ryan était le trésor et moi le fardeau. Très bien, j'allais les laisser vivre cette réalité. Mais d'abord, je devais voir combien de temps il leur faudrait pour se rendre compte que le fardeau avait cessé de porter le poids. J'ai vérifié le calendrier. Nous étions le 12 octobre. La facture d'impôt foncier dont j'avais annulé le paiement était due le 15 octobre. Le prélèvement automatique de l'hypothèque, qui puisait dans le compte joint que je venais de vider, était dû le 20 octobre. La facture d'électricité était due le 1er novembre. L'horloge tournait, et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas arrêter le compte à rebours. Le silence s'est brisé exactement 16 jours après que j'ai franchi la porte. Cela ne s'est pas brisé avec fracas, mais avec un signal sonore. J'étais assise dans mon box beige et impersonnel au travail, en train de passer en revue un registre suspect pour un client pharmaceutique, lorsque ma notification de mail personnel est apparue en bas à droite de mon écran. Objet, action requise. Paiement hypothécaire rejeté, provision insuffisante. J'ai fixé la notification. Un sourire satisfait et sombre s'est dessiné au coin de ma bouche. Cela avait commencé. Parce que j'avais dissocié mes comptes, la banque avait tenté de prélever l'hypothèque sur le compte chèque joint de mes parents, celui que j'avais laissé avec seulement $1500. L'hypothèque était de $2200. 5 minutes plus tard, autre signal. Objet, urgent, paiement de l'impôt foncier en souffrance. 10 minutes plus tard, autre signal. Objet, Netflix. Mettez à jour votre mode de paiement pour continuer le service. Je me suis adossé à mon siège ergonomique, buvant une gorgée de café tiède. C'était comme regarder une démolition contrôlée au ralenti. Les supports étaient coupés. Les charges avaient explosé. Et maintenant, la gravité faisait le reste. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas transféré les emails à papa. Je n'ai pas envoyé de SMS à maman pour l'avertir. J'ai simplement classé les emails dans un dossier que j'avais nommé « Conséquences ». Mais je ne pouvais pas simplement rester assise à regarder l'incendie faire rage. Je devais savoir qui avait allumé la mèche à l'origine. Je devais savoir exactement jusqu'où allait la pourriture de Ryan. Le collier n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les gens comme Ryan, les gens qui se croient tout permis sans travailler pour l'obtenir, ne s'arrêtent jamais au petit larcin. J'ai fermé mes tableurs professionnels et j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigation. Il était temps de procéder à un autre type d'audit. J'ai commencé par les registres publics. Dans notre comté, les déclarations d'entreprise relèvent du domaine public. Si Ryan était consultant, il lui faudrait une SARL, une licence commerciale, quelque chose. J'ai cherché son nom, Ryan, nom de famille. Rien. J'ai cherché le nom de l'entreprise qu'il avait mis sur son profil LinkedIn, Prestige Horizon Group. Rien. Pas de SARL, pas de document d'immatriculation. C'était une entreprise fantôme. J'ai froncé les sourcils. S'il n'avait pas d'activité légitime, où allait l'argent de l'investissement que maman et papa lui donnaient? Je me suis connecté à la base de données d'enquête que j'utilisais pour la recherche de personnes, un outil qui regroupe les données publiques, les empreintes sur les réseaux sociaux et la localisation des actifs. Ce n'était pas illégal, juste approfondi. J'ai entré l'adresse email de Ryan et son numéro de téléphone portable. Le système a cherché un instant, faisant tourner un cercle bleu avant d'afficher une liste de comptes associés. La plupart étaient ordinaires, Instagram, TikTok, une ligue de football virtuelle. Mais j'ai alors repéré un compte sur un forum appelé The High Roller Lounge. C'était une communauté de paris sportifs.
Mon estomac s'est serré. J'ai cliqué sur le lien. Le forum nécessitait un identifiant, mais les résumés des profils d'utilisateurs étaient publics. Utilisateur, King Ryan 88. Membre depuis 2022. Score de réputation, banni pour non-paiement. J'ai fait défiler l'historique de ces messages archivés. C'était une chronologie de pure illusion. 14 janvier, je viens de mettre 5000 sur les Chiefs. De l'argent facile, je double mon capital pour une nouvelle entreprise. 2 février, mauvaise passe. Besoin d'un prêt de transition. Quelqu'un connaît un usurier qui traite en crypto? 10 mars, je sollicite à nouveau les investisseurs providentiels pour un autre tour de table. Ils ne vérifient jamais les comptes. Les investisseurs providentiels, c'était maman et papa. Ils ne bâtissaient pas une entreprise. Ils dilapidaient leur retraite au jeu, perte après perte, et qualifiaient cela de capital pour une start-up qui n'existait pas. Je suis resté assise là, sous les néons du bureau qui bourdonnaient au-dessus de moi, ressentant un mélange de triomphe et de nausée. Ils m'avaient qualifié de nuage sombre. Ils avaient regretté que je sois né pour pouvoir simplement profiter de Ryan. Eh bien, il profitait de lui maintenant. Il profitait de la réalité d'un fils qui parlait d'eux comme des investisseurs providentiels, qu'il pouvait duper parce qu'il ne vérifiait jamais les comptes. C'était moi qui vérifiais les comptes, et j'étais parti. Mon téléphone sur le bureau a vibré. Ce n'était pas un SMS cette fois. C'était un appel. Papa appelait. J'ai laissé sonner. Cela s'est arrêté. Puis cela a recommencé immédiatement. Papa appelait. Il a appelé 4 fois de suite. Puis maman a appelé 2 fois. Puis Ryan a appelé 1 fois. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à leur parler. J'avais besoin qu'ils ressentent d'abord la panique. J'avais besoin que les lumières vacillent vraiment, que l'eau coule froide, que les courriers deviennent rouges. J'ai envoyé un SMS à l'accueil de sécurité dans le hall de mon immeuble de bureau. Moi, bonjour, c'est Grace du 14e étage. Si quelqu'un du nom d'Alan, Brenda ou Ryan me demande, je ne suis pas dans l'immeuble. Ne les laissez pas monter. Sécurité, reçu, Grace. J'ai retourné mon téléphone face contre table. J'avais le pouvoir. J'avais la vérité. Mais je n'allais pas les sauver. Pas cette fois. J'allais laisser la joie de leur vie les ruiner, et alors seulement, je leur montrerai exactement ce qu'ils avaient jeté. Ils ne m'ont pas attrapé au bureau. Ils m'ont attrapé au seul endroit que je ne pouvais pas éviter, la pharmacie. C'était 3 days plus tard. J'avais besoin de renouveler mon ordonnance pour ma migraine. Le stress était un déclencheur après tout, et je m'étais arrêté dans la pharmacie ouverte 24 heures sur 24 à 3 villes de là, pensant être en sécurité. Je ne l'étais pas. Je sortais par les portes coulissantes en verre, serrant le petit sachet en papier blanc, lorsqu'un SUV familier s'est garé brusquement sur la place de stationnement juste devant le passage piéton, me barrant le passage. Mon cœur a cogné contre mes côtes. C'était le Ford Explorer de papa. La portière du conducteur s'est ouverte brusquement. Papa est sorti. Il avait l'air négligé. D'ordinaire, Alan était un homme qui soignait son apparence, ses polos rentraient dans le pantalon, ses cheveux coiffés. Aujourd'hui, sa chemise était froissée et il avait des cernes sombres sous les yeux. Maman est sortie précipitamment du côté passager. Elle avait l'air affolée. Grace, a crié papa, sa voix résonnant sur le parking. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bordel? Je me suis arrêté. Je n'ai pas couru. Je suis simplement resté là, serrant mes médicaments, et j'ai laissé le vent froid fouetter mes cheveux sur mon visage. Bonjour, Alan. Brenda. Ne m'appelle pas Alan. A-t-il lancé, marchant vers moi. Il s'est arrêté à 1 mètre, envahissant mon espace personnel. Tu as la moindre idée de ce qui se passe. L'hypothèque a été rejetée. Rejetée, Grace. Nous avons reçu une lettre nous menaçant de poursuites judiciaires pour les impôts. Internet est coupé et nous t'appelons depuis des jours. A ajouté maman d'une voix stridente. Elle a tendu la main comme pour me prendre le bras, mais j'ai fait un net pas en arrière. Elle s'est figée, l'air blessé. Nous étions morts d'inquiétude. Nous pensions que tu étais morte. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit.
Ma voix était calme, d'une stabilité terrifiante. On aurait dit la voix d'une étrangère. Vous pensiez que votre distributeur de billets était en panne. Comment oses-tu? A craché papa, le visage empourpré. Nous sommes tes parents. Tu ne disparais pas comme ça. Tu ne t'arrêtes pas de faire ton travail. Mon travail? J'ai laissé échapper un rire court et sec. J'ai un travail. Je suis comptable de recherche d'actifs. Gérer votre maison était une faveur. Une faveur que vous n'avez manifestement pas appréciée. Nous t'apprécions, a crié maman en se tordant les mains. Mais tu ne peux pas nous laisser dans l'embarras comme ça. Ryan est stressé au possible. Il essaie de lancer son entreprise et ce chaos à la maison affecte sa concentration. C'était là. Ryan. La concentration de Ryan. Sa concentration, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Sa concentration est-elle sur l'entreprise ou sur le pari combiné qu'il a perdu la semaine dernière? Ils se sont tous les deux figés. Papa a cligné des yeux, sa confusion l'emportant un instant sur sa colère. Quoi? Les paris, ai-je dit, me rapprochant d'eux. Les paris sportifs. Le High Roller Lounge. C'est là que va le capital, papa. Ça ne va pas dans une start-up. Ça va à des bookmakers. Tu mens, a immédiatement dit maman. C'était un réflexe. Ryan ne joue pas. C'est un entrepreneur. C'est un voleur, ai-je dit. Lui avez-vous parlé du collier? Maman est devenue livide. Quel collier? Le pendentif en diamant qu'il a acheté le mois dernier, ai-je dit, plongeant mon regard dans le sien. Celui qui a coûté $1200. Celui qu'il a acheté avec la carte de crédit de papa, la carte que je paie. Il l'a donnée à une fille qu'il a rencontrée dans un bar. J'ai vu le reçu. J'ai vu la publication Instagram. Il nous a dit que c'était une dépense de réseautage, a balbutié papa, mais sa voix manquait de conviction. Il a regardé maman, l'incertitude brillant dans ses yeux. Il a dit qu'il devait acheter un cadeau pour la femme d'un partenaire potentiel. La femme d'un partenaire? J'ai ri. C'était un son rude et grinçant. Il a publié une photo de lui avec une fille de 20 ans et a écrit en légende, « Je traite ma reine comme il se doit. » Il s'est joué de vous. Il se joue de vous depuis des années. Arrête. A hurlé maman. Tu es juste jalouse. Tu as toujours été jalouse de lui parce qu'il prend des risques et que toi tu es juste. Tu es juste sans histoire. Tu essaies de détruire sa réputation parce que tu es amère. Je ne suis pas amère, ai-je dit. J'en ai fini. Je vous ai entendu, vous savez. Le parking est devenu silencieux. Une voiture est passée sur la route principale, le bruit des pneus forts dans le calme. Entendu quoi? A demandé papa, la voix plus basse. Le mardi, il y a 2 semaines, je suis rentré plus tôt avec une migraine, ai-je dit doucement. Je me tenais dans le couloir. Je vous ai entendu dire que vous aimeriez que Ryan soit votre enfant unique. Je vous ai entendu rire de mon côté ennuyeux. Je vous ai entendu me traiter d'obligation. Maman a couvert sa bouche de sa main. Ses yeux se sont agrandis, non pas de remords, mais sous le choc d'avoir été prise sur le fait. Papa a détourné le regard, la mâchoire contractée. Nous évacuons simplement la pression, a marmonné papa, refusant de me regarder. Tu sais comment c'est. Nous ne le pensions pas littéralement. Vous le pensiez assez pour en rire, ai-je dit. Tu as eu ton vœu, papa. Ryan est ton enfant unique désormais. Laisse-le payer l'hypothèque. Laisse-le régler la facture d'impôt. Laisse-le gérer le fonds de retraite. Grace, sois raisonnable. Papa a fait un pas en avant, son ton passant de la colère à un ordre désespéré et autoritaire. Tu ne peux pas faire ça. Nous n'avons pas l'identifiant pour le portail des impôts. Nous ne connaissons pas les mots de passe pour les virements bancaires. C'est toi qui as tout configuré. Tu dois rentrer à la maison et régler ça. Je n'ai rien à faire, ai-je dit. Je me suis tourné vers ma voiture. Si tu t'en vas, a crié papa dans mon dos, la voix brisée par le désespoir, ne t'attends pas à faire partie de cette famille quand Ryan réussira. Quand il réussira, tu n'auras rien.
Je me suis arrêté. J'ai ouvert la portière de ma voiture et je les ai regardés une dernière fois. Ils semblaient petits. Ils semblaient vieux. Ils ressemblaient à deux personnes debout sur le pont d'un navire en train de couler, criant au canot de sauvetage de revenir parce que le capitaine avait besoin d'un verre. Il ne réussira jamais, papa, ai-je dit calmement. Et vous allez perdre la maison. Je suis monté en voiture et je suis parti. Je les ai regardés dans le rétroviseur, maman en pleurs, papa donnant un coup de pied dans le pneu de son SUV. Je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais vide, mais la chaîne était brisée. La confrontation sur le parking aurait dû marquer la fin. Cela aurait dû être le moment où ils prenaient conscience de la gravité de leur situation et commençaient à se démener pour se sauver. Mais le déni est une drogue puissante, et mes parents étaient dépendants. Pendant la semaine qui a suivi, ils ont tenté une autre tactique, l'artillerie lourde. J'ai commencé à recevoir des messages de la famille élargie. Ma tante Carole, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, m'a envoyé un message sur Facebook, « Ta mère est dévastée. Comment peux-tu être si cruel ? Les enfants s'occupent de leurs parents, Grace, c'est la loi de Dieu. » Mon cousin Mike, qui était le meilleur ami de Ryan, m'a écrit, « Mec, arrête de faire la gamine. Débloque les comptes. Ryan dit que tu leur as bloqué l'accès à leur propre argent. C'est illégal. » C'était une campagne de dénigrement. Ryan avait orienté le récit. Dans sa version, j'étais la sœur vindicative qui avait volé leurs mots de passe et leurs accès pour les prendre en otage. Il était le héros essayant de maintenir la famille unie pendant que je faisais un caprice. Je n'ai pas répondu aux intermédiaires. J'ai cherché plus loin. Je savais que mes parents commençaient à manquer d'argent liquide. Je leur avais laissé $1 500. Entre la tentative de prélèvement de l'hypothèque, les courses et l'essence, cet argent devait avoir disparu à présent. Ryan ne contribuait certainement pas. Alors, où trouvait-il de l'argent ? Je suis retourné sur le site internet du greffe du comté. J'avais un pressentiment désagréable et angoissant qui venait d'années d'observation du fonctionnement des fraudeurs lorsqu'ils se retrouvaient le dos au mur. J'ai cherché à nouveau les registres de propriété à l'adresse de mes parents. La page s'est chargée lentement, la petite roue tournant, se moquant de mon anxiété. Il y avait les inscriptions habituelles, l'acte de vente d'origine de 1998, le refinancement que j'avais orchestré pour eux en 2021 pour abaisser leur taux d'intérêt. Et puis une nouvelle inscription datée du 24 octobre, il y a 3 jours. Type de document, ELOC, marge de crédit hypothécaire. Prêteur, Quick Cash Financial Service. Montant, $50 000. J'ai arrêté de respirer. Ils avaient contracté une marge de crédit de $50 000 sur la maison en 3 jours. C'était rapide. Rapide comme un prêteur prédateur. J'ai cliqué pour voir le fichier PDF numérisé du document. J'ai payé les frais de $5 avec des doigts tremblants. Le document s'est ouvert. J'ai fait défiler le jargon juridique, le taux d'intérêt, un taux astronomique de 12%, jusqu'à la page des signatures. Emprunteur, Alan, nom de famille, signé. Emprunteur, Brenda, nom de famille, signé. Et juste en dessous de leur nom se trouvait une section pour le consentement requis du copropriétaire réside, car mon nom figurait techniquement sur l'acte de propriété en tant que propriétaire individu avec un petit pourcentage. Une garantie légale sur laquelle j'avais insisté lorsque j'avais payé pour la rénovation de la toiture il y a 2 ans. Consentement, Grace, nom de famille. Il y avait une signature. Elle était bouclée. Elle penchait vers la droite. Elle ne ressemblait en rien à ma signature. J'ai fixé l'écran, les pixels me brûlant les rétines. Ryan avait imité ma signature. Ou papa l'avait fait, ou maman. Peu importait qui avait tenu le stylo. Ils avaient commis un crime fédéral. Ils avaient falsifié mon nom pour emprunter $50 000 sur la maison que j'avais sauvée, probablement pour les remettre directement à Ryan pour couvrir ses dettes de jeu ou investir dans son prochain échec. La trahison est passée d'émotionnel à criminel en un clin d'œil. J'ai imprimé le document, puis je l'ai imprimé à nouveau. J'ai passé les 48 heures suivantes à constituer le dossier. Ce fut le travail le plus complet de ma carrière. Pièce A, la transcription de la discussion et du rire des parents, mon propre témoignage, mais appuyé par la chronologie de mon départ. Pièce B, les relevés bancaires montrant des années de paiement de ma part couvrant leur train de vie.
Pièce C, la recherche d'actifs montrant les comptes de jeu de Ryan et l'entreprise fantôme Prestige Horizon. Pièce D, le reçu du collier en diamant acheté avec les fonds familiaux. Pièce E, les SMS de tante Carole et du cousin Mike, prouvant la campagne de calomnie. Pièce F, la preuve irréfutable, le document éloque avec la signature falsifiée. J'ai tout organisé dans un classeur noir rigide. Je n'allais plus simplement les quitter. J'allais les arrêter. J'ai vérifié la date. Le 5 novembre. Le 35e anniversaire de mariage de mes parents avait lieu ce dimanche. Ils organisaient un grand brunch au country club local, un club qu'ils ne pouvaient pas se permettre, probablement payé avec l'argent volé de la marge de crédit. Toute la famille élargie serait là. Tante Carole, le cousin Mike, les amis qu'ils essayaient d'impressionner. C'était la scène parfaite. Ryan voulait être le centre de l'attention. Il voulait être le fils unique. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un numéro enregistré dans mes contacts, une collègue spécialisée dans les litiges pour fraude. « Salut Sarah », ai-je dit quand elle a répondu, « J'ai besoin d'un service. J'ai besoin d'un notaire et d'un huissier de justice disponible dimanche matin. Et j'ai besoin que tu rédiges une demande de partage pour la vente d'une propriété. » « Qui assigne Théon ?» a demandé Sarah, percevant la détermination dans ma voix. « Mes parents », ai-je dit. « Et mon frère. » J'ai regardé le classeur sur mon bureau. L'onglet sur le côté indiquait « La vérité ». Je m'invitais à la fête. Le Oakwood Country Club était le genre d'endroit que mes parents adoraient. Il y flottait une odeur de vieille bourgeoisie, de cire pour meubles et d'exclusion. Ils ne pouvaient pas s'offrir l'adhésion, bien sûr. Ils y étaient en tant qu'invités d'un membre, jouant le rôle du couple de retraités prospères célébrant 35 ans de bonheur conjugal. Je suis entré dans la salle de réception à 11h45. Je portais un costume gris anthracite ajusté, mon armure de tribunal, et je tenais le classeur noir sous le bras comme une arme. La pièce était occupée par environ 40 personnes. Il y avait des nappes blanches sur les tables, un gâteau à 3 étages dans le coin et un léger murmure de conversation polie. À la table d'honneur, maman et papa siégeaient comme des rois, trinquant avec des flûtes de champagne. Ryan se tenait à côté d'eux, portant un costume trop brillant, ressemblant en tout point à l'entrepreneur qu'il prétendait être. L'atmosphère dans la pièce a changé à l'instant où j'ai franchi le seuil. Ce n'était pas un bruit. C'était une baisse de pression. Les têtes se sont tournées, les sourires se sont figés. Tante Carole a été la première à m'intercepter. Elle s'est précipitée dans une robe fleurie qui ressemblait à du tissu d'ameublement criard, le visage contracté par une grimace. « Grace », a-t-elle murmuré en me barrant la route vers la table d'honneur. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Brenda a dit que tu ne venais pas. Elle a dit que tu faisais une dépression. » C'est ce qu'elle a dit ? Ai-je demandé, ma voix portant juste assez pour être entendue par les tables voisines. A-t-elle mentionné la falsification de signature, Carole, ou a-t-elle omis cette partie du diagnostic ? Carole a cligné des yeux, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Quoi ? Tu dois partir. Tu gâches l'ambiance. L'ambiance est sur le point de devenir bien pire, ai-je dit. Je l'ai contourné et j'ai continué à avancer. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le bruit des couverts s'est arrêté. Papa s'est levé. Il avait l'air terrifié. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la peur dans ses yeux. La peur d'un homme qui sait que son château de cartes est construit dans un couloir de vent. Mais il a remis son masque. « Grace », a-t-il lancé, feignant un sourire accueillant qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous ne pensions pas que tu viendrais. Nous étions sur le point de porter un toast. »« Je sais », ai-je dit en atteignant la table d'honneur. J'ai posé le classeur noir sur la nappe blanche. Le bruit de l'impact a été lourd. Définitif. Je ne voulais pas manquer le discours sur l'héritage familial. Ryan a fait un pas en avant, bombant le torse. « Grace, sérieusement, ne fais pas d'histoire. C'est le jour de maman et papa. Va t'asseoir au fond ou s'en va. » J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la sueur sur sa lèvre supérieure. J'ai vu la façon dont ses yeux se sont tournés vers le classeur. Il savait. Je ne suis pas là pour faire des histoires, Ryan, ai-je dit calmement, me tournant vers l'assemblée.
Je suis ici pour clarifier le rapport financier. J'ai ouvert le classeur. J'ai sorti une pile de documents agrafés, des copies du dossier que j'avais constitué. J'ai remis le premier exemplaire à tante Carole qui m'avait suivi. J'ai donné le deuxième au cousin Mike. J'ai fait glisser le troisième sur la table vers papa. Qu'est-ce que c'est? A chuchoté papa, les mains tremblantes au contact du papier. Page 1, ai-je annoncé, m'adressant à la salle comme si je présentais des conclusions à un conseil d'administration. Un récapitulatif des dépenses du ménage payées par mes soins, Grace, au cours des 10 dernières années. Valeur totale, 142 000 $. Des murmures ont parcouru la pièce. Maman est devenue pâle. Grace, arrête. C'est privé. Page 3, ai-je continué, sans lui prêter attention. Une copie d'un reçu de carte de crédit pour un collier en diamant de 1 200 $ acheté par Ryan avec des fonds destinés aux impôts fonciers. J'ai désigné une jeune femme assise à la table 4, l'accompagnatrice de Ryan. Elle portait le collier. Elle s'est figée, la main sur la gorge. Et enfin, ai-je dit, ma voix baissant d'un ton, devenant d'un sérieux absolu. Page 6. J'ai pris la copie du document ELOC. Il s'agit d'un document de près de 50 000 $ garanti par la maison de mes parents. Il a été signé la semaine dernière. Il requiert la signature de tous les propriétaires. J'ai brandi le papier. Voici mon nom. Ce n'est pas ma signature. La pièce était plongée dans un silence de mort. On pouvait entendre les glaçons fondre dans les verres d'eau. C'est un crime fédéral, ai-je dit, regardant directement papa. Fraude bancaire, falsification de signature, passible de peine allant jusqu'à 10 ans de prison. C'était une erreur, a crié Ryan, la voix muant sous le coup de la panique. Il a frappé du poing sur la table. C'était un malentendu. J'avais un accord verbal. Grace essaie juste de saboter le lancement de mon entreprise parce qu'elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse. L'entreprise, me suis-je tourné vers lui. Prestige Horizon. Oui. A hurlé Ryan. Nous sommes sur le point de faire une percée. Ces 50 000 $ sont un prêt de transition. Je vais tripler la somme d'ici le mois prochain. Ryan, ai-je dit doucement. Prestige Horizon n'est pas une entreprise. C'est un pseudonyme. J'ai ouvert les dernières pages du classeur. Ce sont les relevés de Paris du High Roller Lounge. Tu n'as pas investi l'argent. Tu as perdu 15 000 $ sur le match des Eagles dimanche dernier. Tu as perdu 10 000 $ de plus au poker en ligne mardi. J'ai regardé l'assistance. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a qu'une dépendance au jeu et une deuxième hypothèque à un taux d'intérêt de 12% qui va faire saisir la maison de mes parents dans 6 mois. Maman a laissé échapper un son qui tenait à la fois du sanglot et du soupir étouffé. Elle s'est effondrée sur sa chaise, couvrant son visage de ses mains. Papa fixait les papiers. Son regard passait des relevés de Paris à Ryan. Le match des Eagles, a-t-il murmuré. Tu m'as dit que tu achetais des stocks. Papa, elle a fabriqué tout ça, a plaidé Ryan, attrapant le bras de papa. C'est un génie de l'informatique. Elle a tout inventé. Je suis comptable de recherche d'actifs, ai-je corrigé. Je n'invente pas les documents. Je les trouve. Je me suis tourné à nouveau vers papa. Je me tenais dans le couloir et je t'ai entendu regretter que je sois né, ai-je dit. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et étouffants. Les invités ont eu un hoquet de surprise. Tante Carole a regardé papa avec horreur. Vous avez ri. Vous avez dit que j'étais une obligation. Vous avez dit que vous vouliez simplement être heureux avec Ryan. Des larmes m'ont brûlé les yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Je ne leur ferai pas ce plaisir. Eh bien, voici la réalité de votre bonheur. J'ai désigné les papiers, le frère en sueur, la ruine sur la table. Vous avez volé la fille qui veillait sur vous pour donner à celle du fils qui vous a trahi. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai la police en mémoire abrégée, ai-je dit. Je peux signaler la falsification de signature dès maintenant. Ryan va en prison. Peut-être toi aussi, papa, puisque tu as co-signé en sachant que je n'étais pas là. Papa a levé les yeux. Il pleurait.
Il semblait vieux, brisé et terrifié. Grace, s'il te plaît. Ou alors, ai-je dit, nous faisons cela selon mes conditions. Tout ce que tu veux, a sangloté maman dans ses mains. Tout ce que tu veux. La maison est mise en vente demain, ai-je annoncé. Les bénéfices remboursent le prêt prédateur avant que la banque ne se rende compte de la fraude. Vous déménagez dans plus petit. Ryan n'obtient rien. Pas d'argent, pas d'hébergement. Et je m'en vais avec mon nom blanchi. J'ai regardé Ryan. Et si jamais tu t'approches à nouveau de mes finances, je remettrai ce dossier au procureur de la République. J'ai refermé le classeur. Bon anniversaire, ai-je dit. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de réception. Derrière moi, j'ai entendu les pleurs d'une femme et les cris de colère et de confusion d'une famille qui s'éveillait enfin d'un long rêve très coûteux. Les retombées ont été rapides, brutales et nécessaires. La fête s'est terminée quelques minutes après mon départ. Selon tante Carole, qui m'a envoyé un long email d'excuses 2 jours plus tard, Ryan a essayé de se battre avec le cousin Mike sur le parking quand ce dernier a refusé de lui prêter de l'argent pour l'essence. La police a été appelée, mais pas par moi. Ryan a passé la nuit en cellule de dégrisement, ce qui était probablement l'endroit le plus sûr pour lui. L'ultimatum a été respecté. Ma collègue Sarah a rédigé les documents le lendemain matin. Papa a signé le mandat de vente de la maison d'une main tremblante. Il n'a pas discuté. Il n'a pas essayé de négocier. Toute combativité l'avait quitté à l'instant où la vérité s'était imposée sur la table. Ils ont vendu la maison rapidement. Le marché était dynamique et ils étaient désespérés. Les bénéfices ont permis de rembourser le prêt prédateur et l'hypothèque existante. Une fois les dettes réglées, il ne restait presque rien. Certainement pas de quoi s'offrir une villa de retraite en Floride. Ils ont emménagé dans un petit appartement de 2 pièces à l'autre bout de la ville. C'était un immeuble sans ascenseur. Il n'y avait pas de piscine. Il n'y avait pas d'équipe de jardiniers. Ryan a disparu. Aux dernières nouvelles, il se trouvait dans le Nevada, enchaînant les petits boulots, logeant chez des amis jusqu'à ce qu'il abuse de leur hospitalité. Privé du crédit illimité que représentait l'amour aveugle de mes parents, il a été contraint d'affronter le monde selon ses règles, et non les siennes. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau. J'avais été promue. Ma directrice avait été impressionnée par mon efficacité rigoureuse lors d'un récent audit, une compétence que j'avais affinée au milieu du chaos de mon propre salon. Mon assistant m'a appelé par l'interphone. Grace, vos parents sont là. Ils n'ont pas de rendez-vous. J'ai hésité. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton. Je pouvais les renvoyer. Je pouvais maintenir le silence pour toujours. Faites-les entrer, ai-je dit. Ils semblaient différents, plus petits. Maman portait un pull bon marché, loin des marques de créateurs qu'elle affectionnait autrefois. Papa marchait avec une canne dont il n'avait pas besoin auparavant. Le stress du déménagement, la honte et la perte de leur illusion sur le fils prodige les avaient vieillis de 10 ans en 90 jours. Ils se sont assis sur les chaises en face de mon bureau. Ils n'ont pas regardé le décor. Ils ont regardé leurs mains. Nous voulions te rendre ceci, a dit papa. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti un petit coffret en velours. Je l'ai ouvert. C'était la broche de ma grand-mère. Je l'avais laissée derrière moi dans la précipitation, cachée dans un tiroir qu'il n'ouvrait généralement jamais. Nous avons failli la vendre, a avoué maman, la voix tremblante, lorsque les frais de déménagement se sont accumulés. Ryan nous avait dit de la vendre. Mais nous n'avons pas pu, a dit papa. Il a levé les yeux vers moi, le regard humide et rougi. C'était la seule chose qui nous restait de toi. J'ai regardé la broche. Elle était ancienne, en argent, ternie. Nous sommes désolés, Grace, a dit papa. Ce n'étaient pas les excuses défensives du parking. Elles étaient empreintes de toute la gravité des conséquences de leurs actes. Nous avons été stupides. Nous avons été aveugles. Nous voulions que Ryan soit le seul. Et mon Dieu, nous avions tellement tort. Tu étais la seule à te soucier réellement de nous. Je sais, ai-je dit. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous aides, a dit doucement maman. Nous. Tu nous manques, c'est tout. Nous sommes assis dans cet appartement et c'est si silencieux.
Nous voulions simplement que tu saches que nous te comprenons maintenant. Nous te comprenons vraiment. Je les ai regardés. J'ai vu le regret. J'ai vu la peur de mourir seul. J'ai vu deux personnes qui avaient fait un pari terrible sur une illusion et qui avaient perdu tout ce qu'elles avaient de réel. J'ai ressenti une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était plus de la colère. Ce n'était pas de la haine. C'était de la pitié. Je vous pardonne, ai-je dit. Ils ont tous les deux expiré, un soupir de pur soulagement, et maman s'est mise à pleurer. Oh, Grace, merci. Est-ce que ça veut dire? Je vous pardonne, ai-je répété, levant une main. Parce que je refuse de porter l'amertume comme un fardeau. Je vous pardonne pour mon propre bien, pas pour le vôtre. J'ai fait glisser un dossier sur le bureau. Ce n'était pas un dossier d'investigation cette fois. C'était un simple budget avec des codes couleurs. Je ne peux plus être votre banquière, ai-je dit fermement. Et je ne serai pas votre béquille affective. Je ne viendrai pas pour le dîner du dimanche afin de réparer le Wi-Fi. Je ne paierai pas la facture d'électricité. J'ai désigné le dossier. Mais voici un budget basé sur vos revenus de retraite. Si vous le suivez, vous ne manquerez de rien. Vous ne perdrez pas l'appartement. C'est le dernier travail de comptabilité que je ferai jamais pour vous. Papa a pris le dossier. Il le tenait comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Merci, Grace. Vous devriez y aller, ai-je dit en me levant. J'ai du travail. Ils se sont levés. Maman a hésité, semblant vouloir m'enlacer, mais elle a vu le mur que j'avais construit. Un mur de verre, transparent, mais impénétrable. Elle a hoché la tête, a fait un petit signe de la main et est sortie. Papa s'est arrêté à la porte. Tu es une femme bien, Grace. Bien meilleure que ce que nous méritions. Je sais, ai-je dit à nouveau. La porte s'est refermée avec un léger clic. Je me suis rassise sur ma chaise. Le bureau était silencieux. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant les poussières qui dansaient dans l'air.